il y a toujours ce mental qui vient et qui veut fabriquer, qui veut gérer, qui veut structurer, construire. Et en fin de compte, quand vous pratiquez correctement, vous allez développer toutes les qualités. Et vous n'allez pas construire les qualités. La vie extérieure ne m'appartient pas. Donc ce qui arrive, ça ne m'appartient pas. En fait, c'est le mental qui bloque. C'est le mental qui génère les conflits. Namo Sakyamuni Bouddha, bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette rencontre. Je vais juste demander aux personnes qui sont peut-être derrière d'avancer, peut-être sur les côtés. J'ai peur qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et peut-être qu'avec timidité, elles n'osent pas avancer sur le devant. Donc si vous pouvez juste avancer, là il y a encore de la place pour ceux qui veulent. Alors, on a eu ici un pèlerinage que parmi d'entre vous, vous avez participé en Inde sur les traces du Bouddha. Donc c'est les 4 lieux historiques du Bouddha pendant ces 2 semaines. Peut-être qu'on fera un petit retour par rapport à ça si les personnes qui étaient présentes ont vécu des choses peut-être extraordinaires, peut-être plus ordinaires. Donc je vous laisserai tout à l'heure un temps pour ça. Je pense que faire partager aussi nos propres expériences, ça fait partie aussi de notre évolution d'une part, mais aussi de faire découvrir, non pas à travers l'expérience, mais à travers le sens qu'on donne à cette expérience-là aux autres, est un moyen aussi pour peut-être pour avoir une vision plus large de cette voie qui est la voie du bouddhisme. Donc on va méditer, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui n'ont jamais médité? Ou est-ce que tout le monde médite parfaitement? Non. Alors, pour aller de manière simple, la méditation, c'est juste, on va dire, un état d'être et rien d'autre. Pas de chercher à vouloir, à obtenir quelque chose quand vous méditez. Il y a juste à être. Et pour être, il ne faut plus courir. Pour éviter de courir, il faut avoir une posture arrêtée. Et la première posture arrêtée, c'est la posture du corps qu'on arrête. Donc, pour avoir cette posture-là, il suffit juste de regarder comment le Bouddha médite. Donc, la personne qui se trouve derrière moi, donc il est dans une posture physique de méditation, qu'on appelle aussi la posture du Vajra, avec la colonne vertébrale droite, naturellement, pas à forcer la colonne vertébrale, le cou et la tête dans le même prolongement. Les yeux sont mi-clos, donc ils regardent environ à 45 degrés au niveau du sol. La main droite sur la main gauche, donc au niveau du nombril, avec les poignets cassés, pas comme ça, mais comme ça. Les épaules sont ouvertes et le reste du corps se détend. Donc vous devez essayer peut-être avec votre conscience, de scanner votre corps, toutes les zones du corps et voir
quelles sont les zones qui sont encore sous tension. Bien, vous essayez de détendre, de lâcher. Mais vous maintenez quand même la colonne vertébrale dans cette posture verticale. Vous adoptez donc une respiration naturelle, votre respiration, pas forcée, juste laisser la respiration se faire naturellement. Donc inspiration, expiration, il n'y a pas besoin de compter non plus, on n'est pas là pour méditer sur une concentration de la respiration. Déjà dans cette posture, vous allez peut-être ressentir quelque chose de posé, de stable au niveau du corps. Tous les éléments que vos sens vont recevoir, que ce soit visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile, bien vous les laissez arriver, vous allez les accueillir, accepter et les laisser partir. Tout type de phénomène extérieur vers l'intérieur. Tous les phénomènes intérieurs, que ce soit vos pensées, vos idées, vos réflexions, vos sensations agréables, voire désagréables. Pareillement, vous allez les laisser arriver pour les accueillir, accepter et laisser partir. On va rester un instant dans cette posture. Si vous sentez des sensations désagréables, insupportables, changez de posture. S'il y a des blocages, des douleurs, vous pouvez vous masser, changer de posture. Ça va? Tout le monde va bien? Des douleurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ont perturbé votre pratique, votre posture? Ça peut être des signaux physiques. Ça pourrait être aussi des signaux liés à l'intérieur aussi. Donc ça peut nous perturber. On est dans la posture. Alors après, quand on débute, on n'est pas forcément dans ce qu'il faudrait être dans la pratique méditative. C'est-à-dire dire je veux retrouver le calme quand je me pose. C'est souvent ce qu'on cherche. Quand on veut méditer, c'est plus une recherche vers une transition et en même temps une obtention d'état qu'on voudrait avoir pour nous déjà, mais aussi dans la vie de tous les jours. Alors peut-être au début. Au début, on va se dire ça pour se motiver, mais à un moment donné, il faut lâcher tout ça. Parce que ça ne rentre plus en compte clairement dans la méditation. Alors,
Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des retours par rapport à votre expérience dans cette première session. Cette première session, c'est juste la pleine conscience. C'est pour ça qu'on ne ferme pas les yeux. Quand vous méditez, si vous dites « moi je vais méditer en pleine conscience », eh bien, il faut ouvrir toutes les consciences. Ça, c'est la première règle. Si vous méditez et vous fermez les yeux, on ne pourrait pas dire que c'est la pleine conscience. On pourrait dire que c'est... C'est quoi? On va dire une grosse partie de la pleine conscience. On pourrait dire comme ça. Une grosse partie. Mais pas la pleine conscience. Donc si vous avez vos propres habitudes, quand vous méditez, vous dites « je ferme les yeux parce que pour moi, je rentre plus facilement à l'intérieur et j'arrive plus à me poser, à stabiliser ce qui se passe ici. » Alors, ça, encore une fois, vous êtes en train de conditionner votre pratique. La méditation, c'est pas je fabrique ma propre méditation. Si vous fabriquez votre propre méditation, on ne parle plus de méditation. C'est comme si vous faites un repas et qu'il y a une partie des personnes qui arrivent à manger ce repas. Si vous invitez un groupe de personnes, que vous dites je vais faire un repas, il faut que tout le monde puisse manger ce repas et pas une partie. Donc si on applique un outil, il faut que cet outil puisse être universel, c'est-à-dire appliqué partout, sous n'importe quelle condition. Est-ce qu'on peut méditer les bras comme ça? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut méditer les bras comme ça? Dans un sens, pourquoi pas méditer les bras comme ça? Et si je méditais les bras comme ça en posant un livre dessus? Je pourrais. Alors, ce ne sera pas la méditation qu'on a fait ici. Mais c'est une autre forme de méditation qui nous permet de dire, si je mettais les bras comme ça, le livre comme ça, avec des sensations que j'aurais, avec aussi mes limites de pouvoir supporter cette posture. En fait, je médite sur comment fonctionnent mes énergies, comment fonctionnent mes muscles, comment fonctionne mon corps face à cette posture. En fin de compte, c'est une vraie pratique. Mais qui médite comme ça? En fait, la méditation, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça en plus de ce qu'on entend tous les jours de manière assez classique et habituelle dans la pratique méditative. C'est on se pose, voilà, ok, pleine conscience. Le téléphone sonne, pleine conscience. Pas besoin de toucher le téléphone. Si nous sommes en pleine conscience, on n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit. On est là juste pour, ok, le son me traverse, c'est ok. Ce qui veut dire que la méditation va nous aider à aller au-delà d'un état ou de conditions qui sont adaptées avec ce qui se passe en nous. On va au-delà. On peut méditer sur la colère, on peut méditer sur une émotion, on peut méditer sur un mal-être, on peut méditer sur une maladie, on peut méditer en fin de compte sur tous les phénomènes, qu'ils soient positifs, négatifs, qu'on conçoit positifs ou négatifs. Tout type de phénomène, on peut méditer dessus. C'est-à-dire, pas se focaliser, c'est-à-dire prendre le phénomène comme un objet méditatif, mais prendre tout type de phénomène comme phénomène, et pas comme des étiquettes qu'on met sur les phénomènes. Émotion, colère, stress, bien-être,
joie, équilibre. Ça, ce sont des étiquettes qu'on va mettre sur ces schémas, en fin de compte, d'état qui sont en nous. Ça, c'est déjà sortir de la pratique. C'est ne plus méditer. Oui, c'est rester là. Ok. L'autre, il m'a insulté, c'est ok. Il n'y a pas besoin de mettre une étiquette sur ce son qui devrait me traverser et qu'on bloque parce qu'on l'a défini mentalement. Et de cette façon, on apprend petit à petit à dénouer, à lâcher. Le phénomène du stress, par exemple, comment tu le gères? On ne gère pas, parce qu'on veut toujours gérer. On veut toujours apprendre à gérer quelque chose, gérer l'extérieur, gérer nos relations, gérer une entreprise. On cherche toujours à gérer quelque chose. Mais il y a des choses qu'il ne faut jamais gérer, qu'il faut oublier la gestion. Une émotion, il n'y a pas besoin de gérer. Je vais gérer mon stress. Comment vous gérez? Comment vous gérez la colère? En frappant l'autre? Vous gérez votre stress en vous posant en méditation? Je gère mon stress? Ou est-ce que j'observe ce phénomène? Et je vois que ce phénomène n'est pas propre à moi, important pour moi. Pour mon bien-être, il n'est pas important. Et donc je laisse partir. Et il y a toujours ce mental qui vient et qui veut fabriquer, qui veut gérer, qui veut structurer, construire. Et c'est à cause de ça que la méditation, elle est construite. Et quand une méditation se construit, ce n'est plus de la méditation. On va dire c'est une méditation mondaine, mais pas naturelle. Une méditation naturelle ne se construit pas parce qu'elle est ici. Elle est là, intérieurement. Ça, c'est toute la base, le fondement de ce que le Bouddha a enseigné sur la méditation. Donc, si on a du stress, c'est ok. Si on dit c'est pas ok le stress, c'est qu'on veut gérer derrière. Et donc en gros, les phénomènes, on les regarde et on s'en détache en fait. On les garde pas, on les laisse arriver. On va pas les attraper non plus. Hein, voilà. Si ils arrivent, ok. Si ils n'arrivent pas, c'est ok aussi. Le problème, c'est quand ils n'arrivent pas, on les attend. Ah, je vais l'attraper au premier tournant. Allez, c'est comme si vous cachez derrière un mur et vous entendez des pas et vous dites quand est-ce que la personne arrive. En fait, quand elle n'arrive pas, mais vous avez une attente derrière. Et c'est pas ok quand elle n'arrive pas, parce que vous avez entendu des pas. Oui. Donc si votre conscience n'est pas là, mais est partie là-bas pour attraper la personne qui va arriver vers vous, bien vous n'êtes plus dedans. Vous n'êtes plus dans la pratique. La conscience est d'être ici avec vous, pas se détacher. Donc s'il n'y a rien qui se passe, ok. En fait, le ok quand il n'y a rien qui se passe, c'est ce qu'on appelle la patience. Et en fin de compte, quand vous pratiquez correctement, vous allez développer toutes les qualités. Et vous n'allez pas construire les qualités. C'est pour ça que quand on a les qualités qui arrivent ici grâce à cette posture méditative, les qualités sont naturelles, font partie de notre nature et elles ne sont plus fabriquées. C'est pour ça qu'on dit que les qualités sont inconditionnelles. Elles n'ont pas besoin de conditions pour être présentes ici. Et la pratique méditative, c'est
c'est ça, c'est ce niveau du mental, calmer les choses. Donc pour calmer, c'est pas j'arrête le flux, parce qu'on a trop de flux, puis on dit c'est agité, on va arrêter le flux, on ferme le robinet du flux. Mais quand vous fermez le robinet du flux et qu'il y a toujours le flux derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de pression. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à méditer. Quand vous fermez, vous bloquez le flux. Il faut juste laisser le flux passer, être là, conscient du flux, sans mettre d'étiquette sur le flux. Est-ce que ça vous parle? Bon, ben, on va continuer le flux. On va reprendre la posture. Pour ça, c'est un premier niveau de pratique. Le deuxième niveau de pratique, on ne peut pas fermer les 5 sens. Ça, c'est évident. En plus, on ne peut pas fermer non plus la conscience mentale. On ne peut pas fermer les 6 sens. Donc il faudrait peut-être boucher les oreilles, fermer les yeux, boucher le nez, c'est compliqué. Fermer la bouche. Pour méditer, ça va être compliqué. On va juste fermer les yeux et se concentrer sur un élément. Or souvent on prend l'élément de la respiration, parce qu'elle est là. La respiration, elle est avec vous. Donc c'est pas votre ennemi. Donc quand vous vous concentrez sur votre méditation, c'est votre amie, parce que c'est elle qui va vous faire vivre. Donc vous allez juste vous concentrer sur votre amie, sans poser de questions. Laissez votre amie vivre et vous êtes juste là, en conscience sur elle. Et là, c'est plus facile de fermer les yeux. Donc on va fermer juste cette conscience visuelle pour venir à cette essence de la respiration. Personne ne s'est endormi quand on a fermé les yeux. Alors, c'est pas la même expérience par rapport à la première session. Cette session, c'est une session plus centrée sur l'intérieur. Donc, juste le phénomène de la respiration. L'autre session, c'était plus les phénomènes qui nous entourent intérieurement, extérieurement. Donc, ça, c'est apprendre aussi au lâcher-prise. Bon, la respiration, forcément, on ne peut pas tenir la respiration. Comme elle est tout le temps en mouvement, on est obligé aussi d'apprendre à lâcher. Donc, c'est 2 types de méditation différents. Donc, il n'y a pas de phase d'analyse. On n'analyse pas un phénomène, juste accueillir tel qu'il se présente, accepter et laisser partir le phénomène. Or, quand on médite, jamais mettre d'interdiction. Ça, c'est un premier point. On n'interdit pas quelque chose dans la pratique. On a forcément des habitudes au niveau posture, que ce soit posture des sens, que ce soit posture du physique, que ce soit même posture au niveau psychologique. Nous avons des postures. Si nous interdisons, c'est-à-dire on dit « Yeux, je t'interdis de t'ouvrir »,
voyez? Vous dites ça. Ah. Soit on fait naturellement, ok, je ferme les yeux comme quand je dors. Mais c'est pas important de fermer les yeux. Mais comme la consigne était de fermer les yeux, est-ce que j'ai pris cette consigne de manière stricte, de manière rigide? Ou est-ce que j'ai juste pris la consigne telle qu'elle se présente et ok, je ferme les yeux. Mais si au cours de la session, on va dire mes schémas reprennent le dessus, mes habitudes reprennent le dessus, c'est ok. Je prends conscience que mes yeux s'ouvrent. Soit je les laisse parce que je suis un rebelle, soit je me dis, je prends conscience que mes yeux se ferment. C'est pas important tout ça. Ce qui doit être gardé pendant la session, c'est cette conscience des phénomènes. On ne peut pas dire, je me concentre en continu sur ma respiration. Pour beaucoup, c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours le mental qui est là, qui va aspirer notre concentration. On va se concentrer sur autre chose. Donc ça, c'est normal, c'est notre manière de fonctionner. On a construit ces habitudes de fonctionnement. Donc on doit accepter qu'on fonctionne comme ça et pas comme les autres. Mais c'est en prenant conscience qu'on fonctionne comme ça et pas comme les autres que là, on va se défaire. Je prends conscience et je lâche, donc je me défais. Et si tout le monde lâchait leur propre schéma, eh bien on aurait tous pas de schéma. Il n'y a plus de schéma. Si on lâchait tous les schémas, il n'y a plus de schéma. Et s'il n'y a plus de schéma, qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien. Est-ce que le rien, ça fait peur? Rien, ça veut dire il n'y a plus de brouillard. C'est la stabilité. C'est clair. Tout est clair. Parce que quand je vois un phénomène, je vois que c'est un phénomène. Et c'est ça qui est clair. Il n'y a pas à poser derrière ce phénomène tout un train de concepts, de définitions, de pensées, de réflexions. Il n'y a plus ça. Donc c'est une pratique méditative, c'est aussi une pratique qui nous fait grandir en quelque sorte sur nous, sur comment fonctionnent nos habitudes, comment fonctionnent nos schémas. Et c'est comme ça qu'on progresse dans la pratique. Mais si on reste trop rigide, on m'a dit de faire ça, je dois faire ça. Mais quand je ne fais pas ça, je suis dans l'erreur. Forcément, si je me dis ça, je suis déjà dans l'erreur. Mais si je dis rien, je dis ma conscience reste avec moi, eh bien, je vois les choses. Si je dois faire revenir les choses, je reviens ici. Si je dois changer de posture, je prends conscience que je vais changer de posture. C'est moi qui décide de changer de posture parce que je n'arrive plus à supporter, mes sensations n'arrivent plus à supporter cette posture. Et je décide. C'est-à-dire, la conscience voit que ici, je donne la validation du changement. Et ce n'est pas l'émotion qui me tire à changer, j'arrive plus à supporter, je me mets en colère, et c'est la colère qui va me faire changer ma posture. Et c'est plus dans cette catégorie de réaction, de fonctionnement. Et quand nous méditons, on doit être posé, toujours posé. Jamais forcé. Le changement fait partie de la vie. Sans changement, on ne vit pas. On ne peut plus respirer si la respiration est figée. Donc tout phénomène, on doit laisser vivre
mais on est là à observer les phénomènes. Les phénomènes ne font plus partie de moi. Ce n'est pas mes phénomènes, ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas mes réactions, c'est juste des schémas énergétiques en fin de compte, qui sont là, qui s'animent, et on les observe. Je ne sais pas si c'est clair, mais plus on pratique, plus on revient. En fait, si vous pratiquez de manière irrégulière, eh ben vous reprenez, les habitudes vont vous reprendre. Mais c'est plus vous faites attention à tous ces points-là, vous dites, ah, il faut que je fasse attention, il faut que je sois ici. Et vous vous dites en fait, vous pointez votre attention sur ces points. On appelle ça les points d'attention justes dans la pratique. Posez l'attention de manière correcte, de manière juste. Comme un enfant, première fois, il est en train de monter une pièce de Lego, il n'a jamais monté. Donc il va faire attention à chaque pièce, à la position des pièces, à la couleur des pièces, à la direction des pièces, à la forme des pièces. Il fait attention à tout ça. Mais quand il a pris l'habitude, il ne fait plus attention. Et quand il ne fait plus attention, c'est là où il met de travers les pièces. C'est parce que l'attention n'est plus là. Ça veut dire que quand nous méditons, est-ce que l'attention est avant la conscience ou après la conscience? Ah, c'est encore un point subtil ici. Est-ce que votre attention, je ne sais pas si vous voyez, vous faites la différence entre l'attention et la conscience. Est-ce que vous mettez avant ou est-ce que vous mettez après? Peut-être c'est compliqué à voir ça. Mais le Bouddha, lorsqu'il montre la lune, l'attention est où? Vous voyez, il y a la lune, on pointe le doigt sur la lune. L'attention, elle se trouve à quel niveau? L'attention, c'est un point, c'est le doigt, c'est le point, la pointe du doigt. C'est ça, c'est cette attention-là. Et la conscience, elle s'ouvre vers ce doigt. Et en fin de compte, quand vous méditez, il faut faire attention à ce moment-là de voir, est-ce que vous êtes attentif à votre méditation? Parce que si vous dites, je suis en pleine conscience, pas besoin d'attention, je suis en pleine conscience. Mais quand je suis en concentration sur la respiration, l'attention se pose avant et la conscience derrière. Oui. L'attention, elle se pose avant et la conscience derrière. Mais il y a des moments où la conscience se pose avant et l'attention derrière. Mais tout ça, tous ces mécanismes-là, on ne peut pas découvrir si on ne fait pas attention à tous ces points-là en nous. C'est pour ça que quand nous méditons, ce n'est pas quelque chose de simple à la base. Parce qu'on pense méditer, c'est rien de faire. Et on ne fait rien. D'ailleurs, la preuve, on ne fait rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à construire. Il n'y a rien à poser. Il n'y a pas d'étiquette à donner. Il n'y a pas de réaction à avoir. Il n'y a rien à faire quand nous méditons. Parce que l'intention permet de guider la conscience, en fait, et de la focaliser en quelque sorte. Ça dépend. Ça dépend parce que des fois, l'attention est derrière la conscience et des fois, la conscience est derrière l'attention. Et si on mélange les deux, on ne sait plus où est-ce qu'on se trouve dans la pratique. Et après, il y a une confusion. Et cette confusion, eh bien, c'est un brouillard qu'on va développer dans la pratique. Donc, si on veut vraiment prendre conscience de la posture de l'attention
il faut, dans un premier temps, méditer avec une concentration. C'est-à-dire prendre un objet de méditation, fermer les consciences qui pourraient, enfin, dire les consciences au niveau des sens, qui pourraient perturber notre concentration, pour que l'attention reste en ce point-là. Et comme quand vous conduisez, quand vous n'êtes pas trop endormi, vous conduisez sans être attentif. Mais quand vous êtes endormi, vous faites beaucoup plus attention à ça. Et vous êtes beaucoup plus vigilant. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on conduit, qu'on est éveillé, réveillé, la conscience, elle est complètement ouverte, mais pas l'attention. On voit ce qui se passe, la route, etc., mais pas l'attention. Mais lorsque on commence à s'endormir, la fatigue, si on n'est pas conscient qu'on s'endort, qu'on est fatigué, là, c'est dangereux. Là, on est vraiment dans le brouillard. Mais si on prend conscience que là, je suis fatigué, là, j'ai les yeux lourds, les paupières lourdes, eh bien, je suis beaucoup plus vigilant. C'est-à-dire que l'attention va être devant et la conscience derrière. Donc, quand on pratique la méditation, il faut prendre en considération tous ces points-là, et c'est pas évident. Il faut s'entraîner et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est comme ça que vous pouvez lâcher. Les situations qui arrivent, vous pouvez lâcher. Parce que vous êtes ici, vous n'êtes pas dans la situation. Mais si tu observes que tu es en train de méditer, tu es à l'extérieur. Oui. Oui, quand on est à l'extérieur, c'est là où on a cet aspect d'être libre sur un phénomène. On est libéré du phénomène. Mais quand on est pris par le phénomène, on est prisonnier, donc on n'est pas à l'extérieur. Et comme on n'est pas à l'extérieur, même si à l'intérieur, on prend conscience du phénomène. Et quand vous êtes pris par un courant, vous êtes dans le courant. Mais si vous imaginez être à l'extérieur pour voir vous dans le courant, eh bien vous avez une vision qui est beaucoup plus large de vous-même, au-dessus ou plus large. Et cette vision-là vous permet non pas de réagir, de dire j'attrape une branche, là il y a un rocher qui arrive, je l'attrape. C'est pas ça. C'est de vous voir et de dire ok, le courant il est comme ça, je bouge comme ça, point. En fait, la méditation de pleine conscience, elle fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'action derrière. Parce que pour avoir une action, il faut avoir soit des schémas mentaux qui se projettent et ça active l'action, mais s'il n'y a pas de lumière qui éclaire l'action, eh bien, on est dans l'obscurité, donc l'ignorance de l'action. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on dit toujours, vous faites une action, est-ce qu'il y a de la lumière dans cette action ? C'est-à-dire, est-ce que vous savez exactement que cette action va impliquer des conséquences, va avoir des conséquences qui vont générer tel ou tel état ? Si on n'a pas cette sagesse, cette lumière, mais c'est comme on dit, le savoir, c'est dire une tomate, c'est cette définition-là. C'est rond, c'est rouge, voilà. Ça, c'est le savoir. Et quand vous allez expérimenter, vous dites, une tomate, c'est un fruit. Ça, c'est la connaissance. Vous connaissez un peu plus de la tomate. Et après, vous dites,
en fin de compte, avec la tomate, je ne peux pas faire une salade de fruits. Mais en disant que cette tomate, je ne peux pas faire une salade de fruits, c'est la sagesse. Est-ce que vous voyez les trois niveaux? Donc, lorsqu'on réagit, lorsqu'on fait une action, on doit avoir cette sagesse-là derrière. La connaissance ne suffit pas. Le savoir ne suffit pas non plus. Donc, quand vous méditez en pleine conscience, vous avez juste le savoir, c'est-à-dire le phénomène. Mais quand vous allez analyser ce phénomène, donc la pratique analytique, méditative, vous analysez le phénomène, mais comme une pensée qui traverse. Vous voyez, ça, c'est une pensée. Elle est mauvaise. C'est-à-dire vous donnez une étiquette pour considérer qu'elle est mauvaise parce que vous avez analysé. Mais grâce à la sagesse, vous allez éclairer et vous allez comprendre pourquoi elle est mauvaise. C'est-à-dire, elle est mauvaise parce qu'il n'y a pas de qualité à l'intérieur, il y a trop d'ego, il y a trop de jalousie, il y a trop d'injustice. Donc vous réagissez. Et donc, la sagesse, c'est ça, c'est ce truc-là qu'on a à l'intérieur et qui nous éclaire clairement ce qui se passe et pourquoi ça se passe. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on enseigne le processus pour que chacun de nous, on puisse comprendre le pourquoi, la raison, la cause d'un phénomène. Mais ça, on sort de cette méditation de pleine conscience. Les gens disent, je médite quand je mange, je sais que je mange. Quand je marche, je sais que je suis en train de marcher. Et les gens, ils se disent ça quand ils méditent en pleine conscience. Est-ce que ça fait changer quelque chose en moi? Est-ce que mes schémas intérieurs changent? Le bouddhisme, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que l'éveil, ce n'est pas lié aux conditions du monde. L'éveil, c'est lié à ses conditions intérieures. C'est dans ce sens-là que la méditation doit être prise en compte et doit être utilisée. Si nous utilisons la méditation juste pour être bien, ou juste pour se poser, pour dire, là, ça me permet d'être beaucoup plus calme avec l'agitation qui se trouve là, à l'extérieur, je me pose, je médite pour être plus calme. Mais ce calme-là, on pourrait trouver autrement aussi. Et pas forcément à travers l'outil de la méditation. Vous pouvez vous reposer, dormir, vous pouvez voir des amis, avoir une bonne relation avec vos amis, un bon repas, une bonne discussion, ça vous pose. Mais la méditation dans le bouddhisme ne sert pas à ça. C'est juste une petite marche du bouddhisme, si vraiment on veut acquérir cette tranquillité intérieure. L'outil méditatif du bouddhisme, c'est juste transformer. C'est cette transformation qu'on doit faire, qu'on doit réaliser en nous. Être mauvais, je me transforme, je deviens meilleur. Voilà, la transformation. Oui. Avant, je parlais comme ça, maintenant, je me transforme, je vais parler autrement. C'est cette transformation, en fin de compte, qu'on devrait se donner. Et pas garder toujours nos habitudes et rien changer ici et changer tout dehors. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça que, comme on n'a pas compris la logique de tout ça, ben, il y a des conflits qui rentrent. Qu'on a des conflits dans les relations, les conflits qu'on a avec les autres, les conflits dans le travail,
les conflits avec soi-même. Quels conflits on peut gérer? Vous avez différents niveaux de conflits. Conflit, ça veut dire ne pas être d'accord dans un premier niveau. Je ne suis pas d'accord, il y a un blocage. Donc, quand vous êtes bloqué à certains niveaux, quel conflit vous pouvez, vous, arriver à dépasser? Nos propres conflits. Alors pourquoi est-ce qu'on continue toujours à gérer les conflits extérieurs? Vous avez des conflits relationnels avec les gens, vous savez que ce n'est pas possible, mais vous obstinez à gérer. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas chez nous. Oui. Après, on dira que c'est un obstacle, on dira que c'est une difficulté dans la vie. Mais la vie, elle nous offre ce qu'elle a. Elle n'est pas là pour offrir ce qu'on veut, forcément. Ce qu'on obtient, parce que la vie nous offre ça, et ce qu'on obtient et ce qu'on désire et on a obtenu, ça, c'est même pas la vie. C'est qu'on a des mérites pour l'obtenir. C'est ce qu'on a généré derrière qu'on obtient aujourd'hui. Vous avez planté un fraisier, vous avez des fraises. C'est pas que la vie vous offre des fraises. Mais il y en a qui disent « Ah, la vie m'offre des choses extraordinaires ». Oui. Donc, le conflit, il vient, c'est parce que la vie nous offre des choses où on n'est pas OK avec. Mais est-ce que vous pouvez gérer ça? Est-ce que vous pouvez gérer la vie extérieure? Quelqu'un vient et vous vole, quelqu'un vient et vous insulte, quelqu'un vient et est en train de créer une désharmonie dans votre vie. Est-ce que vous vous dites « je vais gérer tout ça » ? La plupart du temps, on le fait parce qu'on n'arrive pas à supporter et qu'on trouve que c'est injuste. Et c'est à cause de ce concept d'injustice intérieure chez nous qu'on projette ça dehors et qu'on veut gérer dehors. Après, il y en a qui disent « moi j'écoute le bouddhisme » et je dis, et dans le bouddhisme on dit « tout est impermanent ». Donc je me dis « tout est impermanent ». Donc comme la situation qui est confortable pour moi, que j'ai vécue et aujourd'hui devient inconfortable, c'est encore l'impermanence. Pour se rassurer, ce que le Bouddha a dit est juste. Mais même quand on le dit, parfois c'est compliqué. Parce qu'on s'agrippe, parce que c'est trop important pour nous. Et c'est compliqué. Comme une relation qu'on a avec une personne. Et quand il n'y a plus la relation, vous dites c'est impermanent. Vous dites la personne, pourquoi elle m'a lâché? Ou est-ce que je n'ai pas compris? Que rien ne m'appartient. Si j'ai dit sans arrêt rien ne m'appartient, il n'y a plus de problème. Tout ce qui se passe autour de nous, il n'y a plus de blocage, plus de difficultés, parce que rien ne m'appartient. La vie extérieure ne m'appartient pas. Donc ce qui arrive, ça ne m'appartient pas. C'est pour ça que je vais lâcher. Je ne vais pas prendre. Parce que quand la vie arrive et que je prends, je me dis c'est moi, c'est à moi. Et quand ce qui est à moi est inconfortable pour moi, c'est là où il y a un conflit. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer de gérer intérieurement, pas extérieurement. Le vrai conflit, c'est intérieur.
Il n'y a pas de conflit extérieur, ça n'existe pas dans le bouddhisme. Oui. Excuse-moi, Vincent. Quand tu as pris conscience de ce phénomène, tu as pris conscience que ça te touchait au plus profond et tout ça, est-ce que le fait de te dire maintenant je lâche, est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. En fait, pour que ça puisse suffire, il faut qu'il y ait un entraînement derrière. On pourrait se le dire sans arrêt, se répéter sans arrêt. C'est bon, c'est ok, lâcher prise. On pourrait se le dire. Mais ce qui se passe, c'est à l'intérieur. C'est que ici, je me le dis, mais intérieurement, c'est ok. Et je suis heureux intérieurement. Voilà. C'est intérieurement, je suis heureux. C'est comme si il y a une sensation, en fin de compte, intérieure qui... de calme, de sérénité, de joie même, mais pas une joie émotionnelle. C'est pas une émotion, c'est qu'on est bien. Logiquement, il n'y a pas d'humour. Non, mais après, on peut toujours... j'étais bête ou je sais pas... non, on ne devrait rien dire. Même, je veux dire, c'est juste un phénomène, c'est juste quelque chose qui passe. C'est comme le ciel voit le nuage, puis le nuage passe. Il n'est pas là pour dire c'est marrant, le petit chien. Il va pas dire tout ça. Nous, intérieurement, c'est comme le ciel ici, chez nous. Donc tous les phénomènes qui passent, on dit ok. Ça ne veut pas dire qu'on reste immobile. Hein? On dit juste ok pour qu'il n'y a rien qui s'agite, il n'y a pas d'émotion qui s'élève. Juste dire ok, j'ai lâché, il n'y a pas de souci. Mais si je vois que derrière, je peux aider ou je peux faire des choses, eh bien je vais agir. Je ne laisse pas pour dire oh, c'est bon, je laisse tout tomber. Tout. Non, c'est pour ça qu'il y a une approche de liberté ici, et il y a aussi une approche d'action derrière. Et quand il y a une approche de liberté et qu'il y a une action, si cette action est liée aux qualités, eh bien c'est la voie du bodhisattva. C'est comme en Inde, j'avais une expérience avec les enfants qui, on donne, ils se mettent en rang comme ça, on donne un billet ou des gâteaux, puis comme à cause de l'avidité, ils repartent là-bas pour prendre d'autres, etc. C'est sans arrêt comme ça. À un moment donné, il y en a, ils vont s'énerver, ils vont dire stop. Parce que lui, je l'ai vu 4 fois de suite. Et donc, les gens vont développer un lâcher-prise, parce qu'ils disent quel bonheur de faire une bonne action, quel bonheur de pouvoir donner aux personnes qui sont dans le besoin. Oui, c'est un vrai bonheur de le faire. Mais quand vous voyez ces types de situations où c'est toujours la même personne qui reçoit, est-ce que c'est quel bonheur encore chez vous? Ou est-ce que vous allez un peu vous énerver et dire maintenant ça suffit, et vous allez pointer du doigt cet enfant pour dire maintenant tu t'arrêtes de faire ça. Vous voyez, donc vous partez d'une bonne intention, vous partez d'une bonne action, vous partez d'une bonne qualité, et derrière vous vous transformez. Vous arrêtez de faire l'action, vous arrêtez d'être généreux, et vous arrêtez d'être calme. Parce que vous considérez que la situation, c'est vous-même. Que cette situation, vous êtes en désaccord. Et que vous allez rentrer en conflit. Oui. Oh, j'ai attrapé le garçon. J'ai dit, tu viens ici, tes copains à côté, parce qu'ils n'ont pas reçu. Et j'ai dit, dans ta poche, tu as plein de billets. Je vais te donner un billet. Tu es OK? OK. Mais tu vas donner ce billet à tes copains. Il l'a fait.
C'était compliqué au début. C'était très compliqué. Il ne lâchait pas. Il tenait le billet, l'autre, il tenait de l'autre côté, il ne lâchait pas. C'était très compliqué. Mais j'ai dû sortir mon billet et lui faire tenir dans l'autre main pour qu'il puisse lâcher ce billet-là. En fait, si on n'apprend pas aux autres de s'ouvrir, eh bien, les comportements et les habitudes, entre guillemets, ne vont pas changer. C'est pour ça que quand on fait une action, il faut voir les débuts de l'action et vers où ça peut mener. Et quand ça mène vers un résultat, il faut voir quelle action on va pouvoir mettre en place pour que les choses puissent changer de l'intérieur de ces personnes. C'est un exemple, je pense que tout le monde aurait fait de cette manière pour pouvoir aider les autres. C'est pour ça que mieux vaut apprendre aux autres à construire leur maison que leur donner tout de suite une maison. Et les conflits, on en aura. Et sur le chemin de la sagesse et de l'éveil, on en aura aussi. C'est pour ça que quand on veut gérer les conflits, il faut gérer de l'intérieur, gérer ici. C'est ici qu'il y a ces schémas de conflit. C'est pour ça que le Bouddha il disait il faut arrêter de gérer l'extérieur. Vous gérez votre intérieur. C'est comme ça que vous allez vous transformer. C'est comme un couple qui vient de se marier. Le mari, alors je ne sais plus dans quelle tradition, où par jour, la femme et le mari doivent se dire mutuellement 21 fois « je t'aime ». Je ne sais plus dans quelle... 21 fois, on se dit mutuellement pour dire « ah, ben c'est l'amour ». Un jour, le mari, il part loin à cause du travail, et donc ne peut plus voir sa femme, alors c'est par texto. Je t'aime, je t'aime. Et la femme, à un moment donné, en a marre d'écrire les trois mots, elle dit pareil. Pareil. Vous voyez, ou idem, pareil. La relation qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire du cœur, vient maintenant que par un mot qui n'a plus de sens. Et c'est ça, en même temps, qu'il faut voir, nous, notre comportement, au niveau de nos relations avec les autres. C'est parce que le cœur de la qualité, c'est un cœur qui est authentique. C'est une qualité qui est authentique, qui vient de ce qui est au fond, comme la générosité. La générosité doit venir au fond de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on ne sera jamais énervé face à ce qui se passe. Parce que ce n'est plus un conflit. Parce que ce qu'on voit, on voit à travers les qualités. Et donc quand les qualités se projettent, il n'y a pas de conflit. Parce que les qualités ouvrent et non bloquent. En fait, c'est le mental qui bloque. C'est le mental qui génère les conflits. Si vous regardez votre manière de fonctionner, quand vous avez un conflit dans une relation avec votre entourage, c'est à ce niveau. Quand vous n'êtes pas d'accord, c'est à ce niveau. C'est pas le cœur qui est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est toujours le mental qui prend le dessus. Et c'est le mental qui génère ces blocages, qui génère ces obstacles et ces difficultés. Alors, on dit toujours, action-réaction, celui qui vit de manière simple, la vie sera toujours simple. Celui qui est compliqué intérieurement, la vie sera toujours compliquée. C'est pour ça que quand vous dites « ma vie, elle est compliquée », mais avant de dire que la vie est compliquée, ça veut dire que les situations de vie extérieures arrivent, vous dites c'est compliqué, pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas à gérer.
ou parce que c'est trop long à gérer, ou parce que c'est trop complexe à gérer. Mais comme on veut toujours gérer, on peut gérer des choses simples, mais on gère aussi des choses compliquées. Et nous, on ne veut pas gérer des choses compliquées. C'est pour ça que quand on vit de manière simple intérieurement, mais on vit avec tout le monde. Parce que la simplicité, c'est un état universel d'équilibre et d'harmonie. Les personnes qui sont compliquées vivent pas avec tout le monde, avec très peu de monde. Et quand on vit avec des personnes compliquées, à un moment donné, on s'en va. Parce que on n'arrive pas à vivre avec. Et donc, c'est là où on doit retourner ici, chez nous, pour dire, aujourd'hui, je suis une personne compliquée. Je vois. Quand quelqu'un me dit ça, ben, je me mets dans mes états. Je ne suis pas content. C'est pour ça que pour pouvoir traverser tous ces niveaux, il faut arriver à être content. Le contentement. Et si vous êtes content de ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Mais comme le mental projette un schéma pas content, et le pas content, le petit logo, ben forcément. J'ai un lien avec les mathématiques. C'est la parabole et puis la parabole à l'envers. Content, pas content. C'est juste un petit lien. Donc c'est dans ce sens-là, le contentement, c'est ici, et on sera simple. Si on arrivait à vivre de cette manière, rien n'est important. Pour ça, la première chose qu'on doit se donner, c'est cet amour en soi-même. C'est-à-dire, je ne suis pas parfait, il n'y a rien d'extraordinaire. Personne n'est parfait. Donc c'est ça qui nous rassure en même temps. Donc si je ne suis pas parfait, il faut que j'accueille et j'accepte. Je fais des erreurs, c'est OK. Je ne vois pas pourquoi j'en fais tout un plat quand je fais des erreurs. Et se donner l'opportunité de dire que je suis une personne qui n'est pas parfois comme je voudrais, mais c'est OK quand même. J'en fais pas toute une histoire vis-à-vis de moi-même. Et quand une personne me critique ou jette la faute sur moi, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois me justifier? Ou est-ce que juste je me dis, c'est OK? Et c'est une forme, en fin de compte, de se libérer, de se dénouer de l'ego. Parce que l'ego, c'est ce qu'il y a de plus solide en nous. Et donc, si nous pratiquons correctement, eh bien, on pourra se le dire sans arrêt. Nos postures, notre simplicité, et affronter ce qui est peut-être bloquant pour nous intérieurement. C'est vraiment affronter ça. Et vous verrez que l'extérieur, vous allez vous détacher petit à petit. Il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. Et tout ça, ça fait partie aussi de notre forme, de notre méditation sur nous intérieurement. Si on ne fait pas cette pratique méditative, ça peut être très compliqué pour qu'on puisse progresser. C'est pour ça que c'est basé sur la sagesse, sur la logique qu'on reçoit et qu'on analyse derrière et qu'on puisse vérifier dans nos propres expériences. Comme une personne qui vit toujours soit dans la peur, soit dans l'espoir. Une personne qui vit dans l'espoir,
il y a forcément la peur derrière, la crainte derrière. Donc vous voyez, ça va vous générer en fait des difficultés dans la vie. Nous, on peut penser que l'espoir, ça nous pousse, en fin de compte. C'est un état ici, c'est un schéma ici, qui nous pousse, en fin de compte, à dire, bah, il y a de l'espoir, donc il y a de la vie, donc j'y vais. Mais il y a aussi ce frein qui dit, et si j'y arrivais pas? Il y a une crainte. Mais si vous vivez dans ces schémas d'espoir ou de crainte, vous n'êtes pas dans le processus de la sagesse. Parce que dans la sagesse, il n'y a pas d'espoir ni de crainte. La sagesse, c'est simplement arriver à cerner dans l'instant présent ce qu'on peut faire. L'espoir, c'est le plus loin. D'accord? Donc, si vous regardez ce que vous pouvez faire là, avec vos propres conditions, si vous voyez que vous pouvez faire quelque chose, ben faites-le. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ben ne faites pas. Mais ne gardez pas un schéma d'espoir de pouvoir l'obtenir, ce résultat. Parce que si vous n'obtenez pas ce résultat, c'est la déception. Si c'est la déception, ben c'est la perte de confiance en nous. Si vous perdez sans arrêt confiance en vous, vous aurez des doutes sur vous. Et les doutes font partie des 6 poisons dans la pratique. Oui, donc vous générez sans arrêt ces 2 états du haut, et derrière, vous ne progressez plus dans la voie. Ça, tout doit être analysé de manière phénomène et de manière karmique. C'est la logique des choses, des causes et des conditions. Et toute condition qui arrive vers vous, vous devez analyser comme cause et condition. Et pas autre chose. C'est pour ça qu'il faut comprendre à ce moment-là tout le processus du karma. C'est ce qui vous permet d'accueillir, d'accepter. C'est pour ça aussi que quand on a des difficultés dans une relation, des fois on utilise le karma pour dire je vais valider. Quand j'ai un problème, un obstacle dans une relation ou une souffrance dans une relation, alors c'est pas je fais rien, je valide, ça veut dire que j'ai pas à en souffrir. C'est-à-dire c'est ok, j'ai pas à en souffrir. Mais quand je ne souffre pas, il faut que je puisse, moi, changer de direction pour ne pas réalimenter cette relation. Donc je change de direction au niveau karmique. C'est-à-dire mes intentions, ma manière de fonctionner changent de direction. Donc, mais il ne faut pas que je souffre, enfin l'action soit générée par la souffrance. Ce n'est pas parce que je souffre que je vais agir. Ça, c'est pas la bonne manière de faire. Il vaudrait mieux, si je souffre, il vaut mieux travailler sur cette souffrance déjà d'une part, intérieurement, pour dire jusqu'à quand je pourrais tout lâcher, c'est-à-dire je ne souffre plus, et derrière, je vais pouvoir agir. Mais si je suis toujours dans la souffrance, il faut éviter d'agir parce que je vais agir avec la souffrance. Et donc ça génère des karmas de souffrance, forcément. Et donc c'est une manière aussi de traverser les difficultés qu'on rencontre, et des fois c'est pas marrant, que ce soit matériel, relationnel, professionnel, parfois aussi psychologique. On a aussi des difficultés psychologiques, des difficultés dans les situations de vie, tout ça, il faut juste prendre en considération. Vous pouvez méditer, quand vous avez une difficulté, une personne qui n'est pas bien avec vous, vous pouvez vous poser, puis méditer sur ce qui se passe en vous, pas sur la personne. Vous méditez sur vous.
ce qui s'élève, si vous êtes énervé, si vous êtes triste, si vous n'arrivez plus à supporter, vous allez méditer sur ces phénomènes-là en vous. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à traverser. Pour ça, il y a des niveaux de conflit qu'on peut arriver à traverser et pas à gérer. Un conflit, c'est lié à un schéma chez vous. Tout conflit est lié à un schéma. Donc, ne prenez pas le schéma de l'extérieur. Prenez toujours de l'intérieur le schéma. Si on est mal face à une situation, on va méditer sur ça, sur cette sensation de mal-être. Peut-être on ne voit pas forcément tout de suite le schéma, c'est-à-dire la cause. Pourquoi ? Parce que la cause, elle peut être beaucoup plus profonde que ça. C'est-à-dire liée à un désir, par exemple. Alors, au départ, j'étais dans une relation avec cette personne. J'avais trop cet espoir de vivre avec cette personne plus tard et le désir d'être avec elle. Je ne vois pas forcément ce schéma-là où cette personne me rassure en disant qu'elle va être avec moi plus tard. Donc, j'ai gardé espoir. Pour moi, ça me rassure, en fin de compte. Mais ça m'aveugle en même temps. Parce que tout ça, c'est juste une couche que je me mets à moi-même et que je prends pour argent comptant, cette couche-là. Sans me rendre compte de l'impermanence des choses, du changement d'état de cette personne et aussi des conditions de cette personne. Et aussi de me rendre compte que rien ne m'appartient, que cette personne peut un jour partir et que je dois laisser la liberté à cette personne. Donc je dois prendre conscience de tout ça parce que c'est une réalité. Mais si je ne vois pas tout ça et que je vois simplement mon mal-être, que cette personne est partie, je me sens mal, j'ai le chagrin, j'ai la tristesse, je vois ça, je prends bien conscience de ces états-là, que je ne suis pas bien, et je ne vois pas forcément la cause. Soit je suis pris par ma souffrance, donc la cause est encore moins visible, soit je sors de la souffrance, je prends bien conscience, mais maintenant il faudrait que je puisse voir la cause. Donc c'est en analysant, et si par exemple on vous dit vous êtes en souffrance ici, c'est parce que vous êtes trop attaché. Si vous considérez que l'attachement est une souffrance, essayez de vérifier chez vous. Si vous vérifiez que c'est vrai que vous êtes attaché à cette personne de jour en jour, sa gentillesse, sa beauté, etc., vous dites, c'est de ma faute. J'ai développé l'attachement. Donc si c'est de ma faute, je dois régler ici. Mais je ne dois pas supplier la personne à revenir, vouloir comprendre pourquoi elle est partie. Ça n'a pas de sens à ce moment-là. Ça a de sens juste pour savoir pourquoi elle est partie et est-ce que à ce moment-là j'accepte ou non. C'est toute cette analyse en fin de compte qu'on doit accorder à soi et utiliser les bons outils. Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'opportunité et les conditions d'appliquer la sagesse sur l'attachement. Mais grâce à cette situation, je peux vérifier. Et quand je vérifie et que je dis c'est ok, c'est validé, est-ce que je vais m'en défaire ou non ? Parce que comprendre l'attachement, ça me fait souffrir à cause de l'attachement que j'ai développé, ça me fait souffrir, c'est une chose. Mais maintenant, est-ce que je fais l'effort de dénouer, de dire, la personne, elle peut partir, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas lui envoyer un SMS, je ne vais pas l'appeler, je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi. Vous voyez, c'est arriver à dire, je comprends maintenant. J'analyse, je comprends maintenant. D'où est-ce que ça vient ? Maintenant, il faut que je fasse un travail ici. Et c'est cette phase-là qui est compliquée chez beaucoup
Je peux analyser, je peux comprendre la cause, je peux comprendre tout le processus, mais lorsque j'applique ici, j'arrive pas. Valider, ça veut dire transformer complètement. Ça ne veut pas dire simplement j'ai compris, j'appuie sur le bouton valide et c'est passé. Non, ça veut dire qu'ici, j'ai complètement transformé mon schéma. Ça veut dire qu'il n'y a plus le schéma d'attachement par rapport à ce type de situation. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais être avec une autre personne, j'ai un autre schéma, une autre attitude. Et donc je dis clairement à la personne, tu seras libre quand tu veux. Quand vous rentrez dans le processus d'une relation, attaquez tout de suite par ça. Je te donne la liberté. Ça peut choquer, évidemment. Mais en fin de compte, ça rassure la personne. Ah, ça veut dire que je peux partir à tout moment. Mais si je peux partir à tout moment, c'est super. Je suis bien avec cette personne. Vous voyez, vous pouvez partir à tout moment, ça veut dire que cette personne, elle est bienveillante vis-à-vis de vous-même. Elle n'est pas là, en train de vous enfermer dans ces conditions. Ouais. Bon, non, faut enlever cette étiquette-là. Faut pas dire comme ça. Faut dire, voilà, qu'on soit bouddhiste, pas bouddhiste, comme vous voulez, mais vous comprenez la logique. Hein? La logique, dans le sens. Je pense que qu'on soit bouddhiste ou pas bouddhiste, c'est pas ça. C'est simplement, on a compris et on veut pas souffrir. Et on veut pas souffrir l'autre. Le truc, c'est qu'on veut pas nous souffrir et pas que l'autre souffre. Parce qu'on l'aime. Quand on aime une personne, on veut pas faire souffrir la personne. Ça, c'est de la logique. Mais si on fait souffrir la personne parce qu'elle veut partir et qu'on veut qu'elle reste, on l'aime pas. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. On l'aime pas. Ben, faut arrêter de dire qu'on l'aime. Oui, c'est un processus très logique de processus. Donc, dans un sens, si d'emblée vous dites à la personne je vais être avec toi, mais je te laisse la liberté. Ça déboussole un petit peu, mais ça fait réfléchir quand même. Ça fait quand même réfléchir. Il faut expliquer derrière pourquoi on le dit. Forcément. Il y en a qui vont comprendre tout de suite. Il y en a qui ne vont pas comprendre tout de suite. Parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Essayez. Ah, si un jour, naturellement, vous rencontrez une personne, vous essayez. Vous essayez, avec cette personne, vous essayez de dire ça. Voilà. Je te laisse la liberté, tu sais pourquoi, si tu ne sais pas, je vais t'expliquer. Parce que dans l'amour, il y a la liberté, il y a la générosité, il y a la patience, il y a la compassion, il y a une bonne conduite, il y a le respect. Si vous dites ça, il y a la bienveillance, il y a l'amour aussi. Alors, quand vous dites ça, c'est le package. C'est signer tout de suite le contrat. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pas grave. Au moins, vous savez que c'est pas la bonne personne. Si vous dites que la personne reste, c'est que c'est la bonne personne, parce qu'elle a une logique. Elle s'est dit que dans cette relation que je vais vivre avec cette personne, elle va pouvoir me donner que de la bonne nourriture pour la relation. Une relation qui respire, c'est une relation qui a de l'espace. Et si vous donnez cet espace-là, la relation respire. Parce qu'il n'y a pas d'ego. Parce que quand vous aimez à 100% la personne. Il n'y a pas une partie pour vous. Il n'y a pas l'ego. Si c'est à 100%, il n'y a pas d'état
égoïste dedans. Mais si vous aimez et que vous dites, bah, il y a quand même une partie pour moi, l'amour c'est quand même une partie pour moi, une partie pour l'autre, comme il y a l'ego, bah, sachez que la relation va se nourrir de l'ego. Et l'amour, il n'y a pas d'ego dedans. La qualité d'amour, il n'y a pas d'ego par définition. Parce qu'on aime pour l'autre et pas pour nous. Si on aime pour nous, ce n'est pas de l'amour réel. C'est un amour qui est construit par notre mental ici et qui fabrique tout le système d'amour derrière. Les Bouddhas aiment sans condition. C'est ça que quand nous aimons, il n'y a pas de condition. S'il y a des conditions, c'est qu'il y a un truc qui fabrique l'amour. Conditions sur le jour de l'anniversaire, le jour de la Saint-Valentin, le jour quand on se réveille le matin, on ne dit pas bonjour. Enfin, tu m'as pas fait la bise, enfin, des trucs de délire en fin de compte. C'est ça. C'est des choses en fait qui rassurent simplement, mais c'est pas de l'amour. C'est juste pour rassurer la personne parce qu'elle a peur de nous perdre. Donc on rassure, mais rassurer, il faut être dans la sagesse aussi. Parce que rassurer sans sagesse, c'est rassurer en créant de l'attachement. Mais il faut expliquer, une relation évolue, une relation ne peut pas être stagnée, stoppée. Une relation doit évoluer. Une relation qui évolue, c'est une relation qui évolue de l'intérieur pour chacun des personnes. Et en face, il faut que la personne ait pas forcément. Si la personne s'ouvre à l'évolution, même si elle n'est pas au même niveau que nous, ça va avancer. Mais si elle n'est pas du tout dans l'ouverture de tout ça, eh ben laisse tomber. Enfin, je veux dire directement. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer une relation tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe derrière. C'est pour ça que première journée, première nuit, on pose les choses puis on va discuter. Pas discuter, je parle. On va discuter, on va poser correctement la définition de l'amour mutuellement, voir comment on a perçu les choses, comment on a compris. C'est la première chose. Parce que vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Parce que derrière, peut-être qu'il y a juste un camouflage. La personne est gentille, comme ça, en apparence. Voilà, elle est serviable, elle paye tous les types de restaurants, elle est galant. Mais ça, c'est juste un camouflage, c'est juste un départ parce que pour séduire, il y a tout ce processus-là. Mais la vie entre deux égaux, déjà, notre ego, on n'arrive pas à gérer complètement. On ne va pas gérer l'autre ego. Mais le problème dans une relation, c'est qu'on veut gérer l'autre ego. Je veux que l'autre soit comme ci, comme ça. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Sauf si l'autre a peur. Si l'autre personne intérieurement est faible, a peur, eh bien on arrive à gérer en faisant peur. Voilà. Mais ça, c'est pas bon non plus. Parce que c'est pas de l'amour. L'amour ne se base pas sur la peur. Et donc il vaut mieux être clair de chaque côté. Et puis, au moins, il n'y a pas d'idée cachée ou d'interprétation derrière. Au moins, les choses avancent. Le bouddhisme, c'est comme ça. Fonctionne comme ça. Les relations durent très longtemps. C'est parce que les choses se réalisent correctement. C'est parce que derrière, il y a une réalité des phénomènes, une réalité d'évolution. Si nous, on rentre dans une relation, même au niveau de nos enfants, de nos parents, etc., et qu'on ne regarde pas quelle qualité on a à ce moment-là, il faut éviter, parce qu'il y aura de la souffrance. Si vous rentrez dans une relation
où il y a de l'ouverture, où c'est une qualité d'ouverture, eh bien, vous devez vous dire, je dois être bienveillant, toujours bienveillant. C'est-à-dire être heureux de voir l'autre heureux. C'est-à-dire ne jamais faire souffrir l'autre. C'est ça la bienveillance. Et de pouvoir aider la personne quand elle souffre à sortir de cette souffrance. C'est la compassion. Donc si vous êtes animé de l'amour, la bienveillance et la compassion, vous pouvez entamer la relation. C'est la base de cette qualité d'amour. Et là, il n'y aura jamais d'obstacle, jamais de conflit. Vous allez dire, mais une relation sans conflit, c'est pas une relation. Oh, ça, c'est très psychologue. Mais non. On ne cherche pas la perfection, on cherche l'évolution. On rectifie le tir, on rectifie les défauts, on rectifie nos erreurs, on rectifie nos actions qui ne sont pas adaptées à l'harmonie dans la relation. La manière de parler, la manière de donner, la manière d'être. Il n'y a pas d'attente. C'est parce qu'on attend. La conscience, elle permet de dire que c'est OK, que c'est vraiment ça. C'est grâce à la conscience. Et quand on n'est plus dans la conscience, ben les choses s'effacent. C'est pour ça que la vraie pratique méditative, c'est une pratique au quotidien. Partout. C'est-à-dire on sait que en disant ça, ça fait mal à la personne, on évite. On sait que c'est l'émotion qui va parler, on évite. Et des fois, on n'est pas parfait, donc on est parfois lié à l'émotion aussi. Ça dépend de nos niveaux aussi, de pouvoir supporter la situation ou non. On sait que l'émotion va partir à un moment donné. On ne va pas lui donner l'opportunité de le faire. Je veux dire, la colère est ici, ok. C'est tout. Il n'y a pas de réaction. Donc l'émotion ne va pas prendre le dessus. Mais ça, c'est se le dire. C'est l'entraînement, en fin de compte. Alors, on a peut-être un autre angle de vue de l'amour dans une relation amoureuse. Et je parle de manière générale, parce que ça touche tous les types de relations qu'on aura avec notre environnement. Et surtout, ceux qui prennent la voie du bodhisattva, c'est encore beaucoup plus subtil. Et la pratique, elle est sans erreur, quoi, dans le sens où il faut rectifier sans arrêt. Sans arrêt. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un amour avec d'autres personnes, on peut, mais il ne faut pas oublier aussi la voie. Il faut expliquer à l'autre que notre voie, c'est les êtres, pour pas qu'il y ait de jalousie ou développement en fait de jalousie. Ça, c'est important. Qu'on doit contribuer notre temps, non pas uniquement à notre espace familial, mais on doit contribuer aussi un peu plus largement l'espace pour les êtres. À notre niveau, évidemment. On fait petit à petit. C'est pas tout de suite. C'est pas la motivation va élargir tout de suite, non. Il faut voir aussi quelles sont nos conditions de vie pour aller petit à petit. C'est comme s'occuper de notre mari ou venir méditer. Il y en a, ils disent, mais moi je veux venir méditer. Mais un bodhisattva, je m'occupe de mon mari, c'est la voie. Donc, pas besoin de venir méditer, parce que c'est l'ego. Et quand vous méditez, si c'est l'ego, il vaudrait mieux rester à la maison pour vous occuper de votre mari. Parce que ça, ce sera l'ouverture vers les autres. Donc, parfois,
parfois, on a notre ego qui nous tire en disant, en faisant ça, je vais pouvoir aider les autres. Mais si j'arrive pas encore à être bien chez moi, comment je peux être bien avec les autres? Et donc, chez vous, ça doit être déjà en harmonie. Ça, c'est la première étape. Vous devez vous occuper des responsabilités que vous avez développées autour de vous avant de pouvoir élargir. Et ça, c'est le processus d'évolution de la voie du Bodhisattva. Le Bodhisattva, c'est celui qui se libère du karma des êtres. Et donc, si vous êtes encore lié avec des êtres, il faut apprendre à vous détacher en validant votre karma avec ces êtres-là. Et quand vous aurez plus, là, vous pourrez vous occuper des autres. Mais pas faire l'inverse, ou faire d'un côté et pas de l'autre. C'est comme s'occuper de nos parents, c'est une vraie action de Bodhisattva. S'occuper d'eux, c'est être là quand ils ont besoin de quelque chose, être présent. Et donc c'est tout cet aspect d'amour sincère et pur qu'on aime nos parents. C'est pas comme si on aimait une personne dans une relation amoureuse. C'est un amour qui est profond, comme un parent qui aime son enfant. C'est très profond, il n'y a pas de condition. Et si nous arrivons à maintenir cet état-là, cette qualité-là, vous ouvrez vraiment à une autre dimension du Bodhisattva. Parce que le Bodhisattva, lui, il avance dans une logique. Il n'avance pas n'importe comment. Il n'avance pas parce que les êtres, eh bien, il n'y a pas de problème avec eux. Donc, ils peuvent avancer avec les personnes qui n'ont pas de problème. Et que les parents ont trop de problèmes avec nous. Donc, on ne va pas les aider correctement. Non. Il y en a, ils disent... Je sais que mon chien, il m'aime tout le temps, parce qu'à chaque fois que j'arrive, il est tout content. Mais c'est pas ça. L'amour, ça se fabrique pas de cette manière. Je pense qu'on a, nous, à notre niveau, des choses à réaliser avec nos proches. C'est avec nos proches qu'on arrive mieux à évoluer. C'est pour ça que le Bouddha disait, la vraie pratique dans la voie, c'est la pratique avec le monde. C'est l'extérieur. Et lorsque vous voulez évoluer rapidement, c'est avec les personnes qui sont vos proches. Donc vous ne pouvez pas dire je vais partir et je vais faire du bénévolat ou faire des choses bien dans les autres pays ou dans les peuples qui ont besoin de moi. Non, tant que vous n'avez pas réglé, sachez que vous n'avez pas tout validé. Un bodhisattva, il n'a plus de lien avec tout ça. Donc, avant vraiment de progresser sur la voie, il faut déjà travailler sur ces liens avec nos proches. Quand vous serez bienveillant vis-à-vis de vos proches, jamais faire souffrir vos proches, là, vous pourrez considérer à ce moment-là que vous êtes prêt. Mais tant qu'il y a encore des conflits, des mécontentements, des choses où vous n'êtes pas bien avec eux, eh bien, sachez que vous n'êtes pas validé et que la voie du Bodhisattva n'est pas encore prête pour vous vis-à-vis des êtres. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'attachement. Il faut considérer ces êtres-là comme les autres. C'est le moment où vous percevez vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, etc. Votre perception vis-à-vis de ces êtres, c'est comme tous les autres, que là vous êtes prêts. Mais si vous mettez toujours une étiquette, parce qu'une étiquette, c'est un attachement, c'est un nœud. Donc, vous ne pourrez pas aimer les autres comme vos proches. Dire, ces enfants sont aussi mes enfants. Donc, je ne vais jamais faire souffrir ces enfants. S'ils ont besoin d'aide, je suis prêt
à les aider. Si je dois donner un gâteau à mon enfant, je donne aussi un gâteau à cet enfant. C'est arriver à avoir cette vision d'égalité, d'équanimité vis-à-vis des êtres, ben là on est prêt. Mais si on considère ces êtres plus importants que les autres, là on n'est pas prêt. Parce qu'on a encore ce mental qui va sélectionner, qui n'est pas sur le même niveau pour les êtres. Et c'est pour ça que la voie du Bodhisattva est une voie qui n'est pas forcément compliquée, mais une voie qui fait énormément travailler sur nous. Ce travail sans arrêt, incessant sur nous. Les autres ne vont pas nous comprendre. Nos proches vont pas. C'est pour ça qu'on doit, à un moment donné, expliquer à nos proches que l'équilibre ne se fait pas de manière ponctuelle ou locale. L'équilibre se fait de manière générale, globale, universelle. Et quand c'est global et universel, ben ça apporte des bénéfices à tout le monde, l'équilibre à tout le monde. Et la voie du Bodhisattva, c'est cette voie qui nous mène petit à petit à rééquilibrer les choses. On peut dire, je suis Bodhisattva et je vais choisir le lit. Je prends un lit mieux pour dormir et les autres, non. Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas du tout sur la voie, vous êtes dans l'ego. Le Bodhisattva cède les choses. Le bien-être, c'est pour les autres, parce qu'il est déjà bien. Il n'a pas besoin d'être bien en prenant aux autres. Vous voyez ? Donc, il est toujours bien ici, donc il va donner le bien aux autres. Donc, il va donner ce que les autres ont besoin, ce qui est utile pour les autres. C'est pour ça qu'il doit travailler avant, ici, pour ne plus être pris par les nœuds du mal-être, les nœuds de la souffrance, pour qu'il puisse être naturellement bien. Et là, il peut vraiment donner aux autres. Ce que tu dis là, c'est assez incroyable, parce que dans les pays où tu vas, et parfois ils n'ont pas grand-chose, ils te donnent tout. Ils mettent à manger sur la table, ils laissent leur livre. Parce qu'ils sont déjà bien. Ils sont déjà bien, et comme ils n'ont rien, ils n'ont pas peur d'être volés. Ils sont déjà bien naturellement. Mais comme ils n'ont pas un esprit d'avidité, de voler, de vol intérieurement, c'est ce schéma de prendre, ils n'ont pas cet état d'esprit, parce que ça fait partie de leur éducation. Je vois l'hindouisme, c'est lié au karma, c'est action-réaction. Comme ils ont compris, ils ont été éduqués dans le processus du karma, jamais ils vont voler. Ils sont là, ok, ils demandent, ils mendient, mais ils ne vont pas voler, ils ne vont pas arracher dans le sac, ils ne vont jamais faire ça. Dans un pays très pauvre, vous voyez, donc il y a déjà quelque chose qui est ancré ici. Donc, c'est sûr que quand ils voient des Occidentaux, etc., venir, ils voient les euros, ils voient les dollars, ils voient tout ça, c'est sûr, vis-à-vis de leurs conditions. Mais au niveau du comportement et de l'attitude, il n'y a pas cette violence, ce désir de prendre en cachette la personne. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils viennent, quand on dit on change d'hôtel, donc on va donner les passeports à l'hôtel. Il y en a, ils sont un peu réticents. Ils disent mais je ne veux pas donner mon passeport, je veux pas. Mais parce qu'ils ont peur de dire si j'ai plus mon passeport, comment je vais rentrer ? Vous restez, c'est tout. Voilà. Oui, voir les choses de manière simple, c'est comme ça. Mais c'est ça aussi, c'est notre peur ici qu'on génère qui nous bloque, en fin de compte. Mais ça c'est nous, c'est notre comportement. Mais la pauvreté, c'est que extérieur. Mais intérieurement,
Ces personnes sont très riches. C'est pour ça que cette richesse intérieure, ils le montrent par l'hospitalité, par le partage, par leur sourire. Ils le montrent. On ne voit pas les personnes, même les enfants là-bas, on ne voit pas qu'ils sont tristes, ils sont pas bien, ils sont remplis de vie en fin de compte, intérieure. C'est ça qui nous surprend quand on va dans ces pays. Parce qu'ils ont toujours eu cette habitude de vivre de cette manière, plus ou moins, ça ne changera rien. Et ça nous donne vraiment un enseignement sur nous, sur notre comportement ici. Ça nous donne vraiment autre chose, quoi, une autre dimension de vie, une autre perception de soi-même. C'est comme quelqu'un qui a fait une sortie de corps, il a vécu au-dessus, et quand il revient, c'est une autre perception. L'amour qu'ils ont reçu, ou je ne sais pas quoi, la lumière, ou l'énergie remplie de compassion, de bienveillance qu'ils ont ressentie, quand ils reviennent, ils ont une autre perception de la vie, même ils changent des fois de métier. Ils changent de métier parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Ils changent de métier, et puis ils changent de perception, et vis-à-vis des relations qu'ils ont, il y a autre chose. Et c'est ça, quand on voyage, ce genre de voyage qu'on fait dans ces pays, eh bien, on change de perception. Et je pense que sur la voie du Bouddha, du bouddhisme, c'est ce souhait-là qu'on doit se donner. C'est souhaiter vivre autre chose pour que nos perceptions puissent changer un jour. Changer d'angle de vue, changer de posture. Parce que tant qu'on n'a pas réellement vécu, on ne peut pas changer. On peut ressentir. Mais le bouddhisme, lui, il nous donne réellement ça, ces outils de changement. Parce qu'on change de l'intérieur. Bonjour bébé. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on s'arrête là, si vous voulez. On va faire juste la dédicace pour tous les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, merci, que de bonnes choses, merci.